Bonsoir à tous, Shavua Tov, Chodesh Tov. On est très heureux de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manitou et le premier cours de l'année avec notre guide Ariel Assaf pour une histoire toute particulière qui va nous parler d'Eretz Israël, de la nature et du Mossad. Chodesh Tov et Bechavod Ariel. Voilà, bonjour à tout le monde et c'est un plaisir de commencer cette année. J'espère qu'elle sera un peu plus réussie que l'année passée, dans la brioute et dans le bonheur. Là, j'ai mis un titre un peu plus simple, les palmiers font leur alia. Dans le titre de la conférence, j'ai marqué quand le Mossad exfiltrait des palmiers d'Irak. C'est vrai, j'espère qu'on va y arriver. Je ne suis pas encore tout à fait sûr que je vais réussir à tout finir en une fois. Il y a tellement à raconter sur le palmier que peut-être ça va nous prendre deux conférences. On va voir, on commence et on verra. Bien. Alors tout d'abord, on commence par le fait que bien sûr, quelque chose que vous savez, le palmier fait partie des 7 fruits qui sont la bracha d'Eretz Israël, les 7 fruits pour lesquels on fait une bracha spéciale, comme dit la Torah, qui Adonai Elohecha meviacha el Eretz Tova, Eretz Nachal Emaim, Ayanot u'Tehomot yotzim babika u'bahar, Eretz Chita u'Seora vegefen u'teina verimon, Eretz Zeit shemen u'dvash. Parce que l'Éternel, ton Dieu, t'amène dans un pays, dans un bon pays, un pays avec des sources d'eau, avec des cours d'eau, dans les plaines et dans les montagnes. Et dans ce pays, tu produiras du blé, de l'orge, de la vigne, des figues, des grenades, et tu produiras de l'huile d'olive et du miel. Et là, on a un problème auquel se heurtent les commentateurs. Tous les produits sont des produits qui poussent dans la terre, le blé, l'orge, les fruits, les raisins, les grenades. Qu'est-ce que le miel vient faire là-dedans? Et en fait, le commentateur nous explique qu'il ne s'agit pas du miel d'abeille, mais il s'agit du miel de palme, du miel de date. Effectivement, les dattes, c'est très sucré. D'une tonne de dattes, on sort 550 kilos de sucre. C'est énorme. 75% de la date, c'est du sucre, un sucre bien meilleur pour la santé que le sucre blanc raffiné qu'on mange d'habitude. Et quand ce sirop coule des dattes, on appelle ça en arabe le silan, c'est le nom qu'on donne en hébreu. Aujourd'hui, en Israël, le silan, vous voyez des pots de silan dans la publicité là devant vous. Mais en hébreu de la Torah, ça s'appelle dvash tmarim, le miel des dattiers. Donc, c'est le miel des dattiers. Je voulais encore dire une chose, c'est que je voudrais dédier cette conférence à la mémoire de René Jasner, qui nous a quittés il y a un mois. C'est les Shloshim aujourd'hui. René Jasner, qui à l'école Akiba, nous a enseigné la Chazanout, et qu'on a perdu il y a 30 jours. J'ai commencé aussi par une musique, vous avez entendu tout à l'heure, on va encore en écouter quelques mots, puisque c'est une musique qui parle d'Eretz Israël, sur cette bracha, cette bénédiction du pays d'Israël. J'ai commencé par cette chanson, ce chanteur que vous voyez en habit chassidique, chassid de Breslav, Raphaël David Ben Ami, n'a pas commencé avec cet habit-là. Il a grandi à Nahalal, dans un moshav, dans une collectivité agricole dont on parlera plus tard dans cette conférence, qui a rapport avec le retour des dates. Et il est décédé la semaine dernière, emporté par le Covid. Et donc, ce chant sur les 7 fruits d'Israël, chanté par Raphaël David juste la semaine où il est décédé. Et je dis, il a rapport avec son grand-père, était un de ces premiers pionniers qui ont ramené les dates en Eretz Israël. Alors, on continue. En plus d'être un des 7 fruits d'Eretz Israël, la date est très présente et on a une ville qui est productrice de dattiers. Dans la Torah, on nous parle de Moïse qui vient des plaines de Moab, et Dieu lui montre au sommet du mont Nebo avant qu'il meure. ויראו אדוני את כל הארץ, את הגלעד עד דן, ואת כל נפתלי, ואת ארץ אפרים ומנשה,
ואת כל ארץ יהודה, עד היום האחרון, il montre tout le pays d'Israël, ואת הנגב, ואת הכיכר, בקעת יריחו, עיר התמרים. Il lui montre la ville de la plaine de Jéricho, la ville des palmiers. On retrouve plus tard aussi dans d'autres textes bibliques le fait que Jéricho est la ville des palmiers. Et si vous regardez l'image, c'est la carte de Madaba. Madaba, c'est une ville en Moab, aujourd'hui en Jordanie. Et là-bas, il y a une église, l'église Saint-Georges, et dans le sol de l'église, c'est une mosaïque faite au VIe siècle. Et c'est une carte du pays d'Israël. Et si vous regardez, au centre, vous avez en grec Yericho, I-E-R-I-X-O, Yericho, la ville de Jéricho. Et qu'est-ce qui est dessiné dans l'image autour de Jéricho? Les palmiers. Donc, au VIe siècle, Jéricho est encore la ville des palmiers. Plus tard, avec la conquête arabe, le pays va devenir un désert. Ils vont tout détruire et on ne trouvera plus de palmiers. Mais au VIe siècle, à l'époque byzantine, on est encore un pays qui produit des dattes. Et à l'époque romaine, à l'époque byzantine, d'après les historiens romains, on exporte une vingtaine de variétés de dattes d'Israël à Rome. C'est impressionnant. Aujourd'hui, vous allez au marché à Machane Yehuda, vous ne trouverez pas 20 variétés de dattes différentes, on en a moins aujourd'hui. Et on exportait une vingtaine de variétés de dattes à l'époque romaine. Là, on a une photo de Jéricho qui va s'afficher tout de suite. Voilà, si vous regardez, à gauche, vous avez une photo de Google Earth. En bas, vous avez une photo de Jéricho vue de la montagne du Carental qui domine. Tout ce qui est en vert pratiquement autour de Jéricho, ce sont des palmeraies. C'est un peu dur à voir, mais tout ce qu'on voit autour, ce sont des cultures de dattes. À droite, vous avez une photo de l'armée anglaise, en fait la cavalerie australienne qui monte de Jéricho à Jérusalem en 1917. Et regardez le terrain comme il est vert, entièrement désert, il n'y a pas un arbre, tout est à l'abandon. Et donc cette ville qui dans la Bible, dans la Torah, est la ville des palmiers, redevient aujourd'hui, avec le retour d'Israël, la ville des palmiers. Mais pendant l'exil d'Israël, ça a été une ville déserte, une région déserte, sans aucun arbre. On voit les cavaliers anglais, australiens qui montent et on ne voit aucun arbre dans la région. On voit les montagnes de Moab en fond de paysage, on voit la région de Jéricho, mais on ne voit pas un arbre. D'après les voyageurs de l'époque, il n'y a pas d'arbre à l'époque. Le palmier est très important dans la décoration, dans l'iconographie. À droite, vous avez la mosaïque d'un sol d'une synagogue à Mahon. Mahon, ça se trouve près de la bande de Gaza. Et là-bas, on a retrouvé une ancienne synagogue du VIe siècle. De nouveau, vous voyez dans la mosaïque du sol une menorah qui est le symbole juif, mais vous voyez des palmiers à droite, des palmiers à gauche. Donc, le palmier, c'est décoratif. Quand les Romains vont prendre la Judée, ils vont frapper une monnaie. On va marquer autour de la monnaie Judea Capta, la Judée captive, et on voit le soldat romain et la Judée en train de pleurer au pied d'un palmier. Le palmier, c'est aussi le symbole de la victoire, et on trouve beaucoup de palmiers dans beaucoup de symbolisme. Et le Midrash nous dit Mat marazo en bapsolet. Dans le palmier, rien ne se jette. Et la tmarim l'achila, les fruits, les dattes, on les mange. Lulavin le hiloul, le lulav, le cœur du palmier, on s'en sert à la fête de Sukkot pour remercier Dieu, pour les louanges. Chariot, le sikour, avec les grandes palmes du palmier, on couvre la souka. Sivim le chavalim, avec les fibres, on en fait des cordes. Sansanin le kvara, avec les tiges qui portent les fruits, on en fait différents ustensiles, on en fait des passoires, différents ustensiles. Shifat korot, le karot ben tabait, et avec les poutres, on en fait des poutres pour la maison. Donc vraiment, c'est l'arbre utile sous tout rapport. Et les Bédouins ont l'habitude de dire qu'ils peuvent vivre dans le désert grâce à deux choses. Grâce au chameau, qui est un moyen de transport, mais qui leur procure de la viande, qui leur procure du lait, qui leur procure le poil de chameau pour faire le cuir, pour faire des manteaux ou des habits. Et le dattier qui produit un fruit qui est très sucré, qui est très énergétique. Donc quand on traverse le désert, c'est très pratique. En plus, c'est un des rares fruits qui poussent dans le désert et on peut le sécher et le garder, le transporter. Donc ce palmier est très important. Dans la Bible, de nouveau dans le Tanakh, on va retrouver plusieurs fois des mentions du palmier. Dans le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, Mayafit ou Manaam Ta'aba Betanugim, Zot Komater Damta le Tamar, ta silhouette ressemble au palmier, le palmier qui est tellement haut et élancé.
Quand on parle du tzaddik, on nous dira tzaddik dans les psaumes, tzaddik, Katamari phrase qu'on chante le vendredi soir, le tzaddik fleuri comme le palmier. Quand on parlait des nuages de fumée qui montent vers le ciel ou qui montent de l'encens du temple, on parle de Timrot Hashan, de nouveau dans le Cantique des Cantiques, Mizot Olam Inamidbar, qui est Timrot Hashan, comme les colonnes de fumée. Et finalement, ça sert aussi de décoration. Le palmier est magnifique et il sert de motif de décoration. Et quand on voit dans le texte de Melachim qui est devant vous, qui parle de la construction du temple par Salomon, alors on nous raconte que les murs du sanctuaire étaient couverts de palmiers décoratifs. Et je vous ai mis à gauche une photo dans un salon du palace de Jérusalem, l'hôtel qu'on appelle en hébreu King David, en anglais Hameler David, donc dans l'hôtel du roi David à Jérusalem. Les salles ont des décorations anciennes et il y a un salon qui est décoré avec des palmiers. Vous voyez, ces colonnes de palmiers avec les palmes qui s'ouvrent en haut. Donc ça sert de décoration, ça servait de décoration dans le temple il y a 2500 ans, il y a 3000 ans, Salomon, et ça sert encore de décoration aujourd'hui. Donc c'est magnifique. Et on sait aujourd'hui, par les recherches qui ont été faites, qu'il y a eu des palmiers en fait en Israël jusqu'au XVIe siècle. Rabbi Moshe de Bassola, d'Ancône en Italie, qui arrive en Israël en 1521, nous dit qu'il a encore trouvé dans la région de Tibériade de nombreux palmiers, et après tout cela vont disparaître, et quand les Juifs reviennent au 19e, 20e siècle en Israël, on retrouve un pays d'où les palmiers ont disparu. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore passé leur permis, qui doivent le repasser, voilà le tableau des signalisations routières en Israël. Malheureusement, on a éteint les micros, donc vous ne comprenez pas pourquoi j'ai mis ça. Je ne peux pas vous demander pourquoi j'ai mis cette photo. J'ai mis cette photo parce que si je vous demande qu'est-ce que vous voyez devant vous en hébreu, cette table s'appelle Tavlat Tamururim. Un signal, un panneau indicateur en hébreu s'appelle Tamrour. Cherchez la racine de Tamrour, Tamar. Tamar, c'est le poteau indicateur par excellence, le palmier. Parce que si vous regardez... Oups, qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà. Si vous regardez à gauche, ben vous pouvez voir une rue qui est bordée de palmiers. Je crois que c'est Atlit cette photo, mais on a plusieurs rues comme ça en Israël, bordées de palmiers des deux côtés. Et on a à droite un oasis dans le désert avec des palmiers qui bordent l'oasis. Donc, d'un côté, on se rappelle le texte du prophète Jérémie, Yirmiyahu, qui nous dit Hatsibilar tsiunim, similar tamrurim, shiti liber lemesila derech halart, shubi betulat Israël, shuvi el araich ele. Mets-toi des tamourim, quand tu pars en exil, mets-toi des signes pour que tu saches revenir vers Israël. Donc le palmier marque la route et a donné ce nom de tamrour, le palmier routier. Donc on voit à gauche, la route est indiquée par les palmiers, et c'est ce que nous dit Jérémie, signale la route de façon à ce que quand l'exil prendra fin, tu sauras revenir au pays d'Israël. Ou alors peut-être le tamrour, c'est le panneau indicateur qui nous dit quand on est dans le désert, de loin on voit le palmier très haut, et ça veut dire derrière les dunes de sable, il y aura une oasis, tu pourras boire, tu pourras manger. Donc, Tamar a donné en hébreu Tamrour. Comme on était un peuple agricole en Israël, on a énormément de termes agricoles, de termes très détaillés par rapport au Tamar. C'est-à-dire que de la même façon que les Esquimaux ont un tas de mots pour définir la glace, et que les Français ont un tas de mots pour définir le pain, il y a le pain et la baguette et la ficelle, etc., etc., l'hébreu a énormément de mots agricoles. Donc, dans le registre du palmier, là, j'ai pris une table qui n'est pas exhaustive, il y a encore d'autres mots, mais c'est une table que j'ai trouvée dans la page de l'Académie de la langue hébraïque. On a Tamar qui est le fruit, la date, on a Dekel ou Tomer qui est l'arbre, on a Charut, Chariot qui sont les palmes, on a Sansan qui sont les branches sur les tiges sur lesquelles sont les fruits, on a, etc., après des devoirs à la maison. Et de la même façon, quand on veut faire la cueillette des fruits, alors on ne fait pas la cueillette des dattes. Les dattes, ça ne se cueille pas. On a des mots qui définissent chaque cueillette de chaque fruit. Quand on veut cueillir ou moissonner le blé, ça s'appelle katsir. Si on veut cueillir les raisins, ça s'appelle batsir. Si on veut cueillir les olives, c'est massik. Si on veut cueillir des figues, c'est aria. Et si on veut cueillir des dattes, ça s'appelle gadid. Donc,
quand on veut dire le fait de couper des dates, ça ne s'appelle pas l'iktof tamar ou l'iktsor tamar, ça s'appelle gadid à tamar. Et gadid n'est un mot qui ne sert que pour les dates. Donc on est un peuple d'agriculteurs et on est très très précis dans tout ce qui a rapport avec un fruit aussi important que la date l'était il y a 3000 ans et 2000 ans et jusqu'à il y a 1500 ans, jusqu'à l'arrivée arabe. Et maintenant, arrivons à l'ère moderne et nous sommes à Rechovot. Rechovot, donc un village agricole construit dans la plaine côtière en 1890. Et là-bas arrivent des idéalistes dans ce qu'on appelle la seconde Aliyah. Je rappelle brièvement, la Rechovot a été créée par les gens de la première Aliyah, qui sont des juifs qui arrivent d'Europe de l'Est essentiellement entre 1882 et 1904. Et ces gens-là amènent un petit pécule, achètent des terrains et deviennent propriétaires terriens et agriculteurs. C'est le retour au travail agricole sur la terre d'Israël, mais ces gens-là emploient des employés agricoles, ce sont des propriétaires terriens. La seconde Aliyah, qui vient à partir de 1906, elles, ce sont des jeunes idéalistes qui viennent surtout de Russie, pas seulement, mais beaucoup de Russie, imprégnés des idéaux de la révolution qui va être plus tard la révolution bolchevique en 1917. Et ces jeunes-là sont socialistes, ces jeunes-là sont communistes, enfin le mot n'existait pas encore, ils sont socialistes, et ils viennent sans argent, sans famille. La première Aliyah sont venus en famille, c'est des gens beaucoup plus traditionnalistes, eux sont beaucoup plus modernes, et eux, ce qui leur importe, c'est de créer le nouvel homme juif, l'ouvrier agricole. Et eux, au départ, venant sans rien, se font employer comme ouvriers agricoles par les propriétaires terriens de la première Aliyah. Et donc, ces gens-là arrivent parmi autres à Rehovot, pardon. Et on voit ici quelques figures très importantes dont on va parler maintenant dans cet exposé. Alors, le premier que je voudrais parler, c'est Ben Sion Israéli. Ben Sion Israéli arrive d'Ukraine, son père était Shochet et Dayan, donc il vient d'une famille pratiquante, il a étudié au Cheder, c'est un juif qui connaît le judaïsme, mais il lâche tout pour un dévouement total au retour des Juifs sur leur terre et au développement de la terre d'Israël. À Rehovot, il va rencontrer Noach Natulski, il va rencontrer Meir Rotblat, et ces trois-là, ensemble, on va les appeler Shlishiat Hayachad, les trois mousquetaires, et ce seront trois meneurs, trois leaders du mouvement socialiste ouvrier de la seconde Aliyah. Donc, ils se rencontrent à Rehovot, ils travaillent dans les champs, mais il faut manger. Et une dame de la première Aliyah, veuve, Madame Feige Zalzer, a ouvert une cuisine, un resto pour les ouvriers, où ces jeunes se rencontrent avec beaucoup d'autres, avec Berel Katzenelson, avec Aleph Dalet Gordon. En fait, tout ça aujourd'hui, c'est des noms de rue. On ne sait plus toujours qui étaient ces gens-là, mais c'est ces gens qui ont dirigé le mouvement socialiste, qui a créé le kibbutz, qui a créé le moshaf, qui a créé beaucoup de choses dans le retour d'Israël à la terre au XXe siècle. Là-bas, il va se passer, là-bas va arriver une jeune fille qui s'appelle Rachel Blobstein. Elle était en route pour faire des études en venant de Russie, d'Odessa. En fait, elle était en route vers Paris pour faire des études de lettres, mais elle décide au passage de faire un saut en Israël, va tomber amoureuse du pays et va rester en Israël, où elle est très connue sous le nom de Rachel Hameshoreret, ou Rachel de Kinneret. C'est la première poétesse nationale avant Naomi Shemer, qui est aussi de Kinneret. Et donc Rachel Blobstein, qui aussi se retrouve à Rehovot et rencontre ces trois mousquetaires. Et Madame Zeltzer, Faiga Zeltzer, qui a donc la cuisine, le resto pour ouvriers, a une fille qui s'appelle Chaya, vous voyez là, et ce qui se passe, catastrophe pour la famille Zeltzer, qui est une famille de la première Aliyah, donc une famille qui a un peu de pécule. Il y a un va-nu-pied de la seconde Aliyah qui demande la main de la fille, et Ben Sion Israéli et Chaya Zeltzer se marient, et l'ami de Rachel de Kinneret, c'est Noach Natulski. On a aussi des couples romantiques qui vont avec.
Et c'est de ces 4 personnes qu'on va maintenant parler dans cet exposé. Alors, ces leaders du mouvement socialiste sont appelés à la rescousse pour aider au bord du lac de Tibériade. On voit le lac de Tibériade et on voit là-bas, il y a une moshava, un autre village agricole du même type que Rehovot, la moshava de Kinneret, mais à côté, on a Chavat Kinneret, qui est une ferme-école. Elle est fermée par un mur et il y a les bâtiments, l'habitation du directeur de la ferme de Kinneret et l'habitation des employés. Ça se visite, c'est magnifique. Et ils vont là-bas créer, c'est la ferme qui va être l'incubateur de beaucoup des idées modernes. C'est là que les femmes vont se remettre au travail agricole. Donc, il y a une école d'agriculture pour les femmes, c'est tout à fait révolutionnaire. Il y aura là-bas la création de ce qui va être plus tard le Shomer, l'organisation de garde qui a été créée à Kfar Tavor, on va s'organiser là-bas. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a la famine. Les Turcs ont mobilisé, ont volé tout ce qui était mangeable. Et les Juifs crèvent de faim à Tel Aviv et dans la région, ils sont même chassés par les Turcs. Et alors, les trois mousquetaires dont vient de parler vont créer Hamashbir le Tzarkan, quelque chose que vous connaissez encore aujourd'hui. Ceux qui connaissent à Jérusalem connaissent le Mashbir, ceux qui connaissent Jérusalem d'il y a 20 ans. Le Mashbir, c'était le point de rendez-vous de tout le monde. On se donne rendez-vous devant le Mashbir. Mais le Mashbir le Tzarkan, qui est en fait la coop, c'est une coopérative agricole pour vendre à bas prix, pour que les gens qui crevaient de faim à Tel Aviv puissent se nourrir malgré la pénurie de produits agricoles qu'il y avait à l'époque. C'est aussi une invention, la coop donc, de Kinneret. Et il y a un très beau livre qui a été écrit sur ces gens de Kinneret qui s'appelle Anshe Nevo, les gens de Nevo. Nevo, pour ceux qui se rappellent, on a lu ça il y a 2 semaines à Simchat Torah. Moshe, quand Moïse va mourir, il monte au mont Nevo et voit le pays mais il ne peut pas y rentrer. Donc, c'est ces rêveurs qui ont vu l'État d'Israël en rêve devant leurs yeux, qui ont tout fait pour arriver vers cet État d'Israël, mais une grande partie sont pas arrivés jusqu'à l'État d'Israël, sont morts avant, sont morts en route. Certains, oui, l'ont vu. Et donc, cette histoire des gens de Kinneret est racontée dans ce livre, Anshe Nevo. Donc, ils arrivent à Kinneret. Si vous regardez au bord de la Tibériade, regardez qu'il y a un palmier ici. Le palmier a disparu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout de palmier en Israël, mais il n'y a plus de culture de la date. Il y a un palmier par-ci, un palmier par-là, et ils ne produisent pratiquement pas de date. Quelques années plus tard, ces gens de Chavat Kinneret vont créer un kibbutz, qui s'appelait Kvutzat Kinneret. Donc à Kinneret, ne vous trompez pas, on a une moshava, qui est un village agricole type première alia, donc des propriétaires terriens. On a une ferme-école qui appartient au mouvement sioniste, et on a un kibbutz qui va être fondé par ces 3 mousquetaires dont on vient de parler. Et là, maintenant, commence vraiment l'épopée de cette région où il n'y a rien. On voit les montagnes du Gilad au-dessus de Kinneret, le Golan, un peu à gauche, mais il n'y a rien, il n'y a pas de palmier, et ils rêvent de replanter des palmiers. Dans le palmier, il faut savoir une chose, ça ne se plante pas en plantant des dattes. On sait que beaucoup d'arbres ont des fruits, dans le fruit il y a un noyau. Plantez le noyau en terre, vous avez un arbre qui pousse. Ça peut se faire avec le palmier. L'image que vous avez ici d'Avshalom Feinberg. Avshalom Feinberg, combattant du Nili, je ne vais pas maintenant faire un exposé, Première Guerre mondiale, qui disparaît en mission dans le désert du Sinaï et qu'on retrouve grâce à un palmier qui a poussé dans le désert du Sinaï. Et un bédouin dira à l'armée israélienne, il a disparu en 1917. En mission, il a essayé de traverser les lignes turques pour rejoindre les Anglais. En 1967, après la guerre des 6 jours, quand Israël revient dans le Sinaï, il y a un palmier qui pousse au milieu de nulle part, et un officier israélien demande aux Bédouins, mais c'est quoi ce palmier au milieu de nulle part? Et les Bédouins lui disent, ça c'est le palmier du tzaddik, le palmier du juste. Il y avait ici, il y a très longtemps, quand il y a eu la grande guerre, il y a eu un juif qui est passé par là, on lui a tiré dessus, on l'a tué, et comme c'était quelqu'un de très bien, alors Allah, le miséricordieux, a fait pousser un palmier sur sa tombe. Et on fouille là-bas, effectivement, au pied du palmier, on trouve les ossements qui sont analysés par le laboratoire de la police scientifique en Israël et reconnus comme étant effectivement le cadavre d'Avshalom Feinberg. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour traverser le désert, il a emmené des dattes avec lui, et un des noyaux de dattes a germé et a donné ce palmier. Donc le palmier peut germer à partir d'une date. Le problème, c'est que si un palmier germe à partir d'une date du noyau, d'abord ça prend très longtemps, et génétiquement, le prochain arbre est différent du parent.
de la même façon que les enfants ne sont pas la copie génétique d'un parent. Donc, si on veut, on a un arbre de très grande qualité qui produit de très bons fruits, on ne va pas planter des noyaux de cet arbre, on va planter des sillons. Ce que c'est qu'un sillon, en hébreu, choter, on prend un palmier, regardez le palmier qui est à gauche, on prend les branches qui poussent vers le bas, qui poussent dans le tronc, et on les détache, on les coupe un petit peu autour, qu'il reste juste un rattachement minimum à l'arbre pour qu'il continue à trouver de la sève dans l'arbre. On le met dans un sac avec du chanvre, et ce choter, ce sillon, développe des racines dans ce sac. Après, on le coupe et on le met en terre, et on aura un arbre qui génétiquement sera complètement identique aux parents. Donc, si on a un parent de grande qualité, on aura de nouveau un arbre de belle qualité. C'est comme ça qu'on plante les palmiers en prenant des chotarim. Et de nouveau, ça nous ramène à la Bible, puisque Yeshayahu, le prophète Isaïe, connaît très bien le pays. Et quand il nous parle du rejeton de David, donc le Mashiach, le Messie, qui renaître la dynastie de David, il nous dit V'yatsa choter mi geza Yishai, sortira un choter, un sillon du tronc de Yishai, de Jessé, le père de David. Venetzer misharasha vifre. Alors, Netzer, c'est aussi un rejeton, mais c'est un rejeton qui sort des racines. Si vous regardez à droite, vous avez un olivier, et l'olivier, il y a des rejetons qui sortent des racines. Donc, on a le choter qui sort du tronc, on a le netzer qui sort des racines, et avec les deux, on peut refaire un arbre. On peut aussi refaire un palmier avec des netzarim. Le palmier aussi a des netzarim qui poussent à partir des racines, mais si on veut vraiment un bon palmier, un beau palmier, pardon, la solution, c'est de prendre des chotarim, des sillons à partir du tronc, et c'est comme ça que procèdent les planteurs de dattiers. Maintenant qu'on a tout compris comment est-ce qu'on fait des dattes, qu'on sait qu'il n'y en a plus en Israël, alors on revient à Ben Sion Israéli, qui lui a un rêve. Je veux, de la même façon que les Juifs reviennent en Israël, il faut refaire revivre le paysage de l'Israël. La date, c'est un des fruits principaux, il faut ramener les dattiers en Israël. Mais comment les ramener? Et d'où les ramener, puisqu'il n'y en a plus en Israël? Ah pardon, une dernière photo, la photo qu'on voit là, on voit ces chotarim, donc ces sillons, on les plante dans une pépinière, chacun à part, on les arrose abondamment, et au bout de 3-4 ans, on aura des arbres. Donc vous voyez à droite les sillons qui ont été coupés, là ils sont sur des palans. Vous voyez, un sillon, c'est quelque chose de sérieux, hein. Ça pèse entre 20 et 50 kilos, ça a 2 mètres de long, c'est pas quelque chose qu'on met dans la poche. J'explique tout de suite parce qu'on va parler du fait d'aller acheter des sillons, de les transporter, des chotarim. C'est pas évident, il s'agit de transport, il faut déjà des camions, il faut déjà pouvoir transporter un sillon. Et attention, si jamais il est trop longtemps hors de la terre, il va se dessécher et bien sûr il va mourir. Donc le transporter, c'est pas non plus toujours très facile. Nous sommes donc à Kinneret. Regardez à gauche la carte de Kinneret. On voit la Moshava de Kinneret, on voit le kibbutz de Kinneret, et on a au sud du kibbutz de Kinneret, à 2-3 km, là on a le kibbutz de Dgania, on a un village qui s'appelle Ubadia. Ubadia, c'est aussi un site préhistorique, un site très important. On a retrouvé là-bas des mammouths, on a retrouvé des objets préhistoriques. Mais ce qui est important, c'est que c'est près de Kinneret. Et là-bas, à Ubadia, il y a dans le village, pousse dans la maison, dans le jardin du chef du village, donc le chef du village, pousse un palmier qui donne des dattes d'une qualité formidable, extraordinaire. Et j'ai vu qu'il y a très très peu de dattes en Israël à cette époque-là, mais là-bas, il y a un dattier d'une qualité extraordinaire. Donc, on voudrait bien avoir des chotarim, des sillons de cet arbre-là, pour développer une industrie de la date en Israël. Et donc, en 1919, on va vouloir acheter, mais c'est compliqué d'acheter parce que secret de fabrication, le monsieur ne veut pas tellement vendre ses dates. Mais ce qui se passe, c'est que cette région-là est irriguée par une rivière qui s'appelle le Nahal Yavniel, la rivière de Yavniel. Et sur cette rivière de Yavniel est construit ce qu'il y a beaucoup en Israël à l'époque, c'est un moulin à eau qui sert à moudre le blé. Donc, on a besoin de blé pour faire du pain. Israël est un pays producteur de blé. On a vu que c'est un des 7 fruits d'Eretz Israël. Et on a des moulins. Pas des moulins à vent, on n'est pas en Hollande. On a des moulins à eau. Pratiquement sur chaque Nahal en Israël, sur chaque rivière en Israël, on retrouve d'anciens moulins à eau. Et il y a un moulin à Ubadia sur le Nahal Yavniel qui sert à moudre le blé des habitants arabes d'Ubadia, mais aussi des habitants juifs de Dgania et de Kinneret.
Et le propriétaire de ce moulin à eau est un juif qui s'appelle Rabbi Tzvi Wolf et qui habite Tibériade. Tibériade sur la carte, c'est un peu plus au nord, on ne le voit pas sur l'écran, c'est juste au-dessus. Et Tzvi Wolf, on lui dit, écoute, est-ce que tu pourrais convaincre le Cheikh Hassan de nous vendre quelques chotarim, quelques sions de son arbre? Il dit, pas de problème, je vais lui parler. Tzvi Wolf va parler au Cheikh Hassan, qui commence à rire de son grand rire. Il dit, tu es vraiment malade? Moi, donner des chotarim de mon arbre. Mon arbre, il n'y a que chez moi qui a cet arbre-là. Personne ne peut avoir des chotarim de mon arbre. Mais si vous tenez à avoir des chotarim, vous voulez pousser des palmiers, je vais vous en amener. Et il amène des chotarim, des sions d'un autre arbre de moins bonne qualité, de quelqu'un du village. Et on commence tout content, on les plante à Kinneret, dans le kibbutz de Kinneret, en pensant c'est le début de notre industrie de la date. Je vous ai expliqué qu'un sion, c'est une branche, ça se met dans le sol dans une pépinière, ça prend quelques années à se développer jusqu'à qu'on ait un arbre. Et quand on est un arbre, on a la grande surprise, il n'y a pas un seul fruit. Et oui, on s'est fait avoir. Parce que les dattiers, c'est un arbre, il y a des dattiers mâles et des dattiers femelles. Et des fruits, il n'y en a que sur les dattiers femelles. Et les Arabes nous ont vendu 5 chotarim d'un arbre mâle. Et donc, il n'y a pas de date. Et on comprend après, mais ça prend du temps. Hein. Donc, on a acheté en 1919, c'est en 1923 ou 1924 qu'on se rend compte qu'on s'est fait avoir, que les Arabes nous ont eu et qu'on n'a toujours pas de dattier chez nous. Alors arrive un monsieur, en 1925, qui s'appelle Yosef Weiss. Yosef Weiss travaillait au KKL, au Keren Kamet l'Israël, et lui, c'est le père de la forestation d'Israël. C'est lui qui a énormément œuvré à la forestation, puisqu'on a retrouvé un pays où il n'y a pas d'arbres. Vous avez vu tout à l'heure la photo avec les cavaliers australiens. Et lui, il fait beaucoup pour planter des forêts en Israël. Vous voyez sa photo à droite, c'est le monsieur qui a les jaunes de Weitz. Et d'ailleurs, il a un fils qui va tomber dans une opération du Palmar, l'Ela Gesharim, au pont de Arziv. Et bien sûr, en souvenir de son fils, qu'est-ce qu'on fait? On plante un bosquet, Choresh Yechiam Weitz. Et donc, lui amène d'Égypte, va réussir à amener d'Égypte 200 chotarim, 200 sillons, et va les distribuer dans les villages de la région, à Kinneret, à Dgania, pour comprendre, Kinneret reçoit 200 sillons de Yosef Weitz, il y en a 13 qui vont réussir à germer, à donner des arbres. Et alors, ce n'est même pas tous la même variété, ce n'est pas du tout la même qualité, et en fait, ça va servir de ferme-école. C'est comme ça qu'on va un petit peu apprendre comment travailler le palmier, comment grimper sur un palmier, comment couper les branches, comment élaguer, comment tout mettre. Comprenez le travail d'avoir amené 200 sillons égyptiens. Je vous expliquais tout à l'heure que ça pèse 50 kilos la pièce. Les avoir transportés depuis l'Égypte, ça fait pas mal de centaines de kilomètres. Et sur 200, on n'en a que 13 qui ont réussi à donner des arbres. Donc, on est toujours à case départ, en fait. On est en 1925. Les 200 chotarim qu'on a plantés à Kinneret vont donner 13 arbres. Et donc, aux alentours de 1930, on est toujours à la case départ. On a quelques arbres pour étudier, pour s'entraîner, mais on n'a toujours pas de production de date. 1931, Rachel Blokstein, Rachel, la poétesse de Kinneret, décède de tuberculose à Rehovot. Ne me prenez pas un mot, je ne sais plus si c'est à Rehovot ou Tel Aviv. En tout cas, elle était chassée de Kinneret parce qu'elle avait la tuberculose et que les gens de Kinneret avaient peur qu'elle transmette la tuberculose aux enfants, puisqu'elle était jardinière d'enfants. Et donc, on l'a exilée, elle s'est exilée. Elle a été très triste d'avoir perdu ses amis et surtout perdu les paysages du Kinneret. Vous voyez là le timbre qu'on a fait à sa mémoire, on voit son effigie et on voit en bas le lac de Tibériade avec le plateau du Golan et un palmier. Pourquoi? Parce qu'elle a écrit une chanson que tout Israélien connaît. On va peut-être écouter quelques notes. Parce que vous voyez les paroles qui s'affichent à droite. Et dans les paroles de cette chanson, ce n'est pas important, si vous n'arrivez pas à les lire. Sham al Chofayam yesh dekel shpal sameret, là-bas au bord du lac de Tibériade, il y a un palmier avec bas de. Ses feuilles sont basses, comme les cheveux épars comme un enfant chauvave, je ne sais pas comment traduire, et qui plonge ses pieds dans le lac de Tibériade. Donc Rachel était amoureuse de ce paysage, amoureuse de cet arbre, de ce Dekel Shvat Sameret.
Vous le voyez ici, cet arbre. Malheureusement, il y a 3 ans, dans une tempête, la tempête l'a arraché. Vous le voyez dans la photo en haut à droite. Vous voyez le déquel de Rachel qui est abattu par terre. Vous voyez le tronc qui est par terre. Mais il y a beaucoup d'autres qui ont germé depuis, qui ont poussé depuis. Mais le palmier de Rachel est tombé, abattu par une tempête. Et donc, quand Rachel décède en 1931, vous vous rappelez, Ben Sion Israéli et Chaya Israéli, son épouse. Tout à l'heure, j'avais dit qu'ils se sont mariés ensemble à Rehovot. J'ai oublié une chose. Rachel était la fiancée de Noach Naftulski, mais avant ça, elle était d'abord l'amie de Chaya. Donc, c'était un groupe de copains. C'est en étant l'amie de Chaya qu'elle se rapprochait du groupe des trois mousquetaires. Et Ben Sion et sa femme Chaya vont écrire un livre, Al-Sfat Agam Sohen, au bord d'un lac agité, où il raconte les mémoires de Kinneret. Et Ben Sion va dire, quand Rachel décède en 1931, la meilleure façon de l'immortaliser, de se rappeler son souvenir, c'est de planter à Kinneret des arbres qu'elle aimait tellement. Et il va planter un jardin qui va s'appeler le verger de Rachel, Gan Rachel, et il décide, dans ce Gan Rachel, on va planter des palmiers. Donc on est en 1931. 1931, on veut planter des palmiers. D'où et comment va-t-on amener des palmiers? Alors voilà, il y a une photo du Gan Rachel. Ça, sur lui, c'est la plaque aujourd'hui, le verger de Rachel, en souvenir de Rachel, la poétesse, a été plantée en 1933 comme plantation dans le rêve de Ben Sion Israéli, dans son rêve de ramener les dattiers dans notre pays. Donc, et les dattiers sont derrière. Donc, il plante en 1933 ce verger, mais il faut amener des dattes. D'où va-t-il les amener? Plus tard, bien sûr, il y aura à côté un Gan Ben Sion, un jardin qui porte le nom de Ben Sion Israéli, qui sera aussi planté de dattiers, mais ça, c'est plus tard. Donc, première chose, il faut choisir quelles sont les variétés qui sont adaptées au pays d'Israël. Donc, il y a énormément de variétés aujourd'hui. On a des Madjoul, on a des Madjoul, des Halawi, des Dekelnour, des Deri, des Amari, des Hadraoui, des Zaïdi, des Baraï, des Chayani. On a toutes sortes de variétés de dattes, lesquelles sont adaptées à la culture en Israël. Alors, d'abord, il faut faire une distinction. Il y a les dattes sèches et les dattes humides. Les dattes irakiennes sont des dattes sèches qu'on peut sécher et qu'on peut après garder toute l'année, les transporter, les exporter, ou les vendre toute l'année sur les marchés. On a des dattes, surtout les dattes égyptiennes, qui sont des dattes humides et elles, on ne peut pas les sécher. Il faut les consommer directement dans les jours qui suivent la production. Après, elles commencent à pourrir. Donc, il faut comprendre quelles sont les différentes variétés et quelles sont les variétés adaptées à Israël. Donc, il faut en amener plusieurs, commencer à tester pour savoir qu'est-ce qui nous correspond. Où peut-on trouver des dattes? Voilà l'image, la carte des producteurs de dattes en 2012, mais ça n'a pas beaucoup changé. C'était déjà la carte des producteurs au début du XXe siècle. Donc, on voit que la date, c'est en Afrique du Nord, c'est un petit peu en Afrique, beaucoup en Arabie et les pays arabes autour de nous, quelques-uns en Chine et quelques-uns en Amérique. Donc, Ben Sion Israéli décide, il va falloir prospecter la région de l'Irak, la région de l'Algérie, je sais un peu loin, la région de l'Égypte, l'Égypte est là, c'est le plus grand producteur mondial, sauf que une grande partie de la production, c'est pour la consommation locale, c'est pas un grand exportateur, c'est un grand producteur, mais pas un grand exportateur. Et donc, il faut prospecter pour trouver les variétés et les arbres qui correspondent. Donc, on a un rêveur qui s'appelle Ben Sion Israéli, qui lui veut planter un verger en mémoire de Rachel, mais surtout veut ramener une industrie de la date en Israël. Pour ça, il faut un conseiller qui s'y connaît. Et pour ça, on a à notre gauche Shmuel Stoller. Shmuel Stoller, qui est un agronome spécialiste dans les dates. Comment est-ce qu'on peut être spécialiste quand on n'a pas de date en Israël? Il a lu dans les livres, il y a des manuels comment faire, et il a étudié, c'est un agronome. Il faut aussi quelqu'un qui finance ce voyage. Ben Sion au départ a dit, mais c'est très facile, comme je vais le faire, ce jardin en mémoire de Rachel, les amis de Rachel vont nous donner de l'argent. Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'argent à ramasser.
Finalement, il arrive à convaincre le personnage qui est en bas à droite, Arthur Roupin. Arthur Roupin, c'est le Menahel du Misrad Eretz Israël, le directeur du bureau israélien. Misrad Eretz Israël, c'est en fait le représentant du mouvement sioniste mondial en Israël. C'est lui qui gère l'argent ramassé dans les Juifs du monde entier pour Israël. Et c'est lui qui finance, par exemple, la ferme-école de Kinneret. C'est lui qui donne de l'argent pour acheter des terrains pour faire des kibbutzim, pour faire de l'agriculture, etc. Et Arthur Roupin va donner la somme faramineuse de 17 livres palestiniennes à Benzion Israeli, 1931. 1933, pardon. Je rappelle qu'on est à l'époque sous le mandat britannique. 17 livres, ça n'a pas l'air grand-chose. C'est une grande somme à l'époque, mais ce n'est pas grand-chose au rapport qu'il faut d'abord entreprendre un voyage de Kinneret jusqu'en Irak, c'est loin. Il faut le voyage aller-retour, il faut l'hôtel, il faut le séjour là-bas, et surtout, il faut l'argent pour acheter les chotarim. Et après, le prix du transport pour ramener ces chotarim, j'ai dit, c'est 50 kilos la pièce, 20 kilos pour les moins lourds, et surtout, il faut les arroser tout le temps pour pas qu'ils dessèchent dans tout ce trajet, autrement, ils ne seront plus vivants quand ils arriveront en Israël. Dernier petit problème, mais pas le moindre, Benzion Israeli parle couramment deux langues, l'hébreu et le yiddish. Ce n'est pas très utile quand on va en Irak. Ça risque même de déranger un petit peu. Il vaut peut-être mieux parler l'arabe. C'est pour ça qu'il se fait accompagner par Amram Raber, qui lui parle arabe à titre d'interprète. Au début, finalement, il ne va pas pouvoir venir à Amram Raber parce qu'il n'y a pas assez d'argent, les 17 livres ne suffisent pas. Et Benzion, un rêveur, c'est un rêveur, décide tout seul d'aller à Jérusalem. Et comme il n'y a pas d'argent, de monter de faire du camion stop, d'un camion qui va chercher de marchandises en Irak. Et c'est comme ça qu'avec en stop dans un camion, il va traverser la Jordanie et arriver aux alentours de Bagdad, en Irak. On est en 1933. Bon. En Irak, il va prospecter les palmeraies d'Irak. Vous voyez une photo des déserts en Irak. Petit déjeuner dans le désert avec des juifs irakiens qui l'accompagnent dans ses pérégrinations. C'est la chance de Benzion, c'est qu'il a eu des adresses, on lui a donné en Israël des adresses de juifs irakiens. Le chauffeur du camion lui a aussi donné l'adresse d'un juif qui s'appelle Yosef Lévi, qui a des palmeraies et qui va l'aider à prospecter un peu les palmeraies en Irak. Et après son parcours, où il va un petit peu visiter les palmeraies en Irak, il va aussi visiter l'Euphrate et un petit peu quelques sites archéologiques. Il va ramener une cinquantaine de chotarim, de sillons. Il va prendre un camion, il va réussir à ramener une cinquantaine de sillons irakiens à Kinneret. Comprenez qu'avec 50, on ne va pas faire une industrie très poussée, mais c'est ce qu'il arrive à ramener. C'est ce qu'il a réussi à acheter avec les 17 livres qu'il avait, en payant l'achat et le transport. C'est déjà pas facile parce que les Irakiens ne vont pas l'aider, ils ne veulent pas se délester de leurs sillons et de leurs arbres. Quand Benzion va rentrer en Israël, dans son calepin, il y aura trois choses. Il y aura des comptes rendus sur où trouver des arbres de bonne qualité près de Bagdad, il y aura les noms de producteurs et les adresses, mais il y aura aussi des listes de juifs candidats à l'Aliyah, parce que là où Benzion arrive, il va parler aux juifs et leur dire revenez en Israël, rentre en Israël, et il va être très bien accueilli. C'est d'ailleurs très spécial parce qu'il ne parle pas un mot d'arabe, mais les juifs en Irak comprennent un peu l'hébreu. Alors avec son hébreu, son yiddish, mais surtout avec son enthousiasme, il va réussir, les gens viennent l'écouter, sortent, l'écoutent, même quand ils ne comprennent pas du tout ce qu'il raconte, il parle avec les mains, avec les pieds, il parle avec le cœur. Il va convaincre des juifs d'Irak, mais il faut comprendre qu'en Irak, comme partout, il y a deux catégories de juifs. Il y a les juifs aisés et les juifs pauvres. Les juifs aisés ne sont pas intéressés, surtout quand il leur explique, il leur montre, venez en Israël, travaillez le sol, on va faire refleurir Israël, regardez mes mains calleuses par le travail du sol. Ça ne parle pas tellement aux marchands, aux riches marchands, aux marchands aisés juifs de Bagdad. Ça parle aux pauvres, mais les pauvres, eux, n'ont pas l'argent pour venir en Israël. Donc, il y a des candidats à l'Aliyah, mais c'est un peu problématique. En tout cas, Benzion va revenir avec les noms, va donner ses noms à l'agence juive en Israël, et surtout
a aussi pris une liste d'institutions qui voulaient des livres pour apprendre l'hébreu. Il leur expliquait que c'est très important pour eux qu'ils sachent l'hébreu pour s'intégrer dans la vie en Israël. Et il va leur envoyer du matériel scolaire, des livres pour apprendre la langue, etc. Il rencontre, comme je l'ai dit, il rencontre les familles juives en Irak, il se fait inviter, il leur parle et essaye de les convaincre de l'Aliyah. En 1934, alors ça c'est un premier voyage, en 1933, il est revenu avec une cinquantaine de Sion. Il repart en 1934, soi-disant pour refaire un voyage, pour racheter encore une fois des chotarim, des Sion. Tout le monde sait que c'est un fou des palmiers, mais là en fait c'est pas vrai. Il n'est pas parti chercher les palmiers, il est parti rencontrer les Juifs du Kurdistan. Il y a des Juifs qui vivent dans les montagnes du Kurdistan, c'est très isolé, et le mouvement sioniste lui a demandé d'aller enquêter sur ces Juifs-là et de voir ce qu'on peut faire pour les aider, pour les amener en Israël. Et vous voyez la Ben Sion israéli en costume de kibbutznik, avec les Juifs kurdes en habit kurde. Et de nouveau, il leur parle en hébreu. Il arrive dans un village où il voit là-bas, Erbil, il voit là-bas une synagogue délaissée, abandonnée, sale. Ça le rend malade, il prend un balai, il commence à nettoyer les toiles d'araignée et nettoyer la synagogue. Et de nouveau, il va prendre des notes, il va prendre des noms, des contacts. Les Juifs du Kurdistan sont tous candidats à l'Aliyah. Leurs conditions de vie sont catastrophiques, mais ils sont beaucoup trop pauvres pour pouvoir venir en Israël. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas l'État d'Israël, il n'y a pas les budgets pour aider, ce n'est pas comme aujourd'hui de la salle Klita et l'avion qui est payé par l'agence juive. Et donc, il y a une volonté de venir en Israël, mais il y a un problème de moyens pour rentrer. Alors, il va profiter, il va passer de ville en ville au Kurdistan. Il va passer aussi à Mossoul. À Mossoul, il va visiter la tombe du prophète Yona, d'après les Juifs de Mossoul. Là-bas se trouvent les tombeaux de trois prophètes, de Obadiah, de Yona et de Nahum. À Kirkouk, il y a la tombe du prophète Daniel. Et donc, il fait cette visite et il revient en Israël sans avoir de Sion, mais je dis en fait, il avait dit au départ, je pars pour ça, comme couverture, mais il était en fait allé enquêter sur les Juifs du Kurdistan. En fait, il a une grande surprise, c'est quand il arrive à Bagdad, il reçoit un cadeau, les Juifs de Bagdad savent que lui s'occupe de palmiers, et ils lui ont amené 50 chotarim de Brahi. Brahi, c'est une date jaune, on a vu tout à l'heure sur l'image, pardon, je suis en rédaction, on l'a vu tout à l'heure sur l'image, voilà, c'est ces dates que vous connaissez du marché, on vous les vend en branches et vous les mangez fraîches, on ne peut pas les sécher les brahis, et donc on en a sur le marché que pendant 3 semaines, à peu près de septembre à novembre, début décembre, et ça il ramène donc 50 sillons de brahis, donc quand il revient à Kinneret, il amène quand même quelques dattiers avec quelques sillons avec lui, et donc il arrive à Kinneret, il arrive à Kinneret de son deuxième voyage en 1934. Mais le voyage sérieux, je dis de la même façon que Ben Sion Israéli est allé chercher les Juifs du Kurdistan, ça c'est un autre membre du kibbutz de Kinneret qui s'appelle Shmuel Yavneeli, et lui va essayer de chercher les Juifs du Yémen. Il va au Yémen, il se déguise en rabbin yéménite, c'est le même. Celui-là, ça c'est le kibbutznik de Kinneret, et ça c'est Rabbi Shmuel Eliezer Yavnieli qui va chercher les Juifs du Yémen. Donc, ils ont aussi ces missions-là, c'est-à-dire que c'est des gens qui veulent ramener le tamar, ramener les productions israéliennes, ramener les Juifs à sa terre, mais veulent aussi ramener les Juifs du monde entier vers le pays d'Israël. On arrive en 1935. 1935, c'est le 3e voyage de Ben Sion Israéli. Là, c'est déjà sérieux. Pardon. Il veut amener de grandes quantités de dattes. Pourquoi? Parce que dans le mouvement sioniste, on est en train de s'intéresser à créer des villages agricoles dans la vallée de Beth She'an. Le prochain objectif va être de s'installer dans la vallée de Beth She'an. Là-bas, on va construire Tel Amal et les kibbutzim, Kirat Tzvi, Sde Eliyahu, Nanatsiv, etc. Et Ben Sion a analysé qu'en fait, la région de Beth She'an est très chaude, et donc le palmier, ce sera la solution pour faire de l'agriculture là-bas. Et donc, si on veut développer l'agriculture de palmiers à Beth She'an, il faut amener des palmiers déjà en quantité. Et alors, pour ça, il part en 1935, mais en fait, il arrive en automne. En automne, c'est déjà trop tard. Bientôt, ça va être l'hiver, les routes ne sont pas praticables, ce n'est pas non plus la bonne saison pour planter les palmiers. Donc, il va surtout utiliser ce voyage
pour faire ce qu'il n'a pas encore pu faire. Pour l'instant, il s'est occupé de chotarim, de sillon. Mais il n'a pas encore vu comment est-ce qu'on coupe les dattes, comment est-ce qu'on emballe les dattes. C'est tout le travail du fruit. Alors là, en automne, il voit le travail des dattes, il va visiter l'emballage, il va voir comment ça fonctionne. Et en 1936, il revient ce coup-ci pour acheter les dates dont il a besoin. Vous voyez, tel Amal dans la vallée de Beth She'an, qui va être créé en 1936. Mais lui, déjà en 1935, est allé acheter les dattiers pour préparer une industrie de la date. Pour ceux qui étaient avec Rivka, quand on était il y a 1 an ou il y a 2 ans, on s'est promené là-bas, à Choma Migdal de Nir David Tel Amal. On a visité cette reconstitution du village de 1936. Vous voyez les dattiers qui sont le résultat du travail de Ben Sion Israël. Alors, en 1936, il repart pour acheter ce coup-ci des milliers de dattiers. Il en veut 10 000. Pardon. D'après lui, il en faut 10 000 pour Beth She'an. C'est un peu compliqué d'en avoir 10 000. Au passage, il passe par une ville que vous connaissez tous, Beyrouth. Vous voyez les montagnes de l'anti-Liban derrière avec la neige. Pourquoi est-ce qu'il part en mars? Il y a encore de la neige dans les montagnes du Liban. Pourquoi il passe par Beyrouth? Parce qu'il s'intéresse à la variété Zagloul, dont il a entendu beaucoup de bien, et il espère peut-être en trouver au Liban. Le problème, c'est qu'à Beyrouth, il ne trouve que des arbres décoratifs, des arbres déjà trop vieux, qu'on déracine dans les plantations et qu'on transporte pour décorer la ville, mais il ne trouve pas de Zagloul dont il puisse ramener des sillons en Israël, et donc il continue vers Bagdad. À Bagdad, d'ailleurs, il va arriver à l'hôtel, juste pour raconter une petite histoire, il arrive à l'hôtel et puis il se plaint. L'hôtel, comprenez, l'hôtel, c'est un toit, une maison, il y a un toit. Sur le toit, il y a 30 lits. Chaque lit, il y a un seau d'eau. Ça, c'est ce que reçoit l'invité dans l'hôtel, un lit et un seau d'eau sur le toit. Pourquoi un seau d'eau? Parce qu'il fait tellement chaud à Bagdad qu'on boit tout le seau la nuit. On ne peut pas dormir, il faut tout le temps s'arrêter et se réveiller pour boire. Et Benson va se plaindre du fait que les draps ne sont pas propres. Et le propriétaire de l'hôtel dit, ils ne sont pas propres? Comment ils ne sont pas propres? Dans ces draps-là a dormi un officier anglais hier, donc ils sont propres, puisque l'officier anglais a accepté de dormir dedans. Ça, c'est juste pour raconter un petit peu la petite histoire, ce que c'est que faire un voyage à Bagdad en 1933. Mais le grand problème est tout à fait autre. 1932, c'est la fin du mandat britannique sur l'Irak, et l'Irak devient indépendant. Et avec son indépendance, il y a une montée du nationalisme arabe qui va faire beaucoup de tort aux Juifs. Je rappelle que plus tard, le nationalisme arabe va faire front commun avec le nazisme. C'est l'époque aussi de la montée du nazisme en Allemagne. Il y aura des liens qui vont se créer et les Juifs en Irak vont beaucoup souffrir. Et regardez, ça c'est un livre qui a été écrit par Shmuel Stoller, vous vous rappelez, le spécialiste qui a conseillé Ben Sion israélite, qui raconte que quand il arrive en 1933, l'ambiance à Bagdad est très différente. Les Juifs se cachent, ils ont peur maintenant à cause de la montée du nationalisme irakien et que la communauté a décidé de ne plus enseigner l'hébreu, uniquement la Bible et les prières. Mais on n'est plus israélien, on n'est plus juif parce qu'ils disent, si vous voulez être irakien, vous êtes irakien. Irakien, c'est anti-sioniste. Il n'y a pas encore d'État d'Israël, mais il y a déjà un anti-sionisme en Irak et on demande aux juifs irakiens, vous voulez être irakien, donc vous devez être anti-sioniste. Et donc, en fait, tout ce qui est juif devient clandestin. Et Ben Sion, qui avait œuvré pour amener du matériel juif, enseigner l'hébreu, etc., il faut tout à fait maintenant, il faut faire ça de façon clandestine. Et par exemple, il raconte qu'un habitant de Bagdad a caché le tronc du Keren Kaïmet dans lequel on faisait des dons pour Israël, parce que maintenant, il ne faut plus raconter qu'on est pro-Israël, qu'on est pro-sioniste en Irak. En tout cas, il y a un juif d'Irak qui conseille à Ben Sion comment acheter des chotarim, donc des sillons, pardon. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec la montée du nationalisme arabe, les Irakiens ne permettent plus d'exporter des chotarim. C'est une richesse nationale. Donc, on ne peut plus acheter de palmiers en Irak. Donc, ce qu'il décide, il va aller en Iran et
d'Iran, il va acheter des palmiers en Iran et il va les ramener en Israël en transitant par l'Irak. Pourquoi? Parce que d'après les règlements internationaux, un pays ne peut pas bloquer un transit. Si un pays bloque un tampon entre deux pays et que le pays d'un côté, l'Iran d'un côté, dans ce cas-là, l'Iran veut exporter en Jordanie ou en Palestine, l'Irak ne peut pas empêcher la marchandise de passer. Donc il dit, je vais acheter en Iran et je vais traverser l'Irak avec mes palmiers et comme ça on va amener en Israël. Alors il va traverser le Chat el Arab, la voie d'eau qui fait la frontière entre l'Iran et l'Irak. D'ailleurs, il veut acheter 10 000 chotarim. Le conseiller juif et avec leur homme de main, le spécialiste arabe qui les conseille, dit mais tu ne vas pas trouver comme ça 10 000 chotarim de qualité, 10 000 sont de qualité. Je te propose qu'on achète une partie du côté iranien du châtel arabe et une partie du côté irakien. Il dit, mais en Irak, on n'a pas le droit. Il dit, mais la nuit, c'est pas grave, on les transporte par barque, on les amène en Iran, là-bas on conditionne et on a les permis d'importation et on va tout passer par l'Irak. Et c'est ce que va faire Ben Zion israélien. Il achète ces 10 000 chotarim, il les met il reçoit un permis de transit par l'Irak, il les met dans des wagons qui sont inspectés à l'entrée de l'Irak par le contrôle des douanes. OK, ils sont emballés, il y a tout va d'après les permis qu'il a. Les wagons sont plombés et ne seront ouverts que sous contrôle après. Ils vont être ouverts sous contrôle à Bagdad. À partir de Bagdad, là-bas, le transport va se faire par camion. Alors, vous voyez, à Bagdad, le train qui arrive, et il faut transporter ces sillons, ces chotarim, à Dodom, les amener dans des camions. Quand il arrive à Bagdad, Ben Zion israélien reçoit un cadeau. Les Juifs de Bagdad ont réussi à lui organiser des chotarim, des sillons d'un arbre d'une variété, le Imra Hajj, qui est une qualité de très très grande valeur. Le problème, c'est comment les joindre au transport, puisque les wagons étaient plombés au départ et qu'on ne peut pas les faire rentrer dans le wagon. Alors, ce qu'a fait Ben Zion israélien, c'est que la nuit, il a deux gens qui travaillent avec lui qui vont briser un des cadenas et vont faire tomber quelques-uns des chotarim, quelques-uns des sillons du wagon sur le ballast. Ce qui va se passer sur le quai, c'est que plus tard, dans la nuit, arrive le camion avec les 50 chotarim de Amir Hajj, les fait tomber à côté. Et donc, le matin, quand arrivent les camions qui doivent emmener les palmiers vers Israël, les gens pensent que la nuit, il y a eu un essai de voler les palmiers, et donc les wagons étaient fracturés, puis ils ramassent tous les palmiers qui sont par terre, et puis avec eux, les Amir Hajj, et ils emmènent tous en Israël. Ce n'est pas encore arrivé, il faut d'abord les charger sur 4 camions. Ils sont chargés sur 4 camions qui prennent la route à travers le désert d'Arabie, le désert d'Irak. Un ne va pas arriver parce qu'il va brûler en route, un des camions. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas, est-ce que c'était un accident ou est-ce que le chauffeur voulait la prime d'assurance et après, il n'a pas brûlé son wagon. En tout cas, un quart du transport a brûlé dans le désert. Vous voyez Ben Zion, là, qui est assez dépité de voir son chargement réduit à néant, brûlé dans le désert. Et finalement, ils arrivent à Kinneret, où les camions sont déchargés et avec des charrettes, on va transporter ces chotarim au Gan Rachel pour commencer ce coup-ci une industrie sérieuse. De nouveau, ce qu'on veut faire, c'est que ces différentes espèces qu'il a ramenées, on les plante au Gan Rachel et de là, on va en prendre des chotarim qu'on va replanter à Beth Shean pour faire une industrie de la date à Beth Shean. Et donc, c'est le début, ce coup-ci, on est vraiment au début de l'industrie de la date en Israël, puisque là, on a quand même amené quelques milliers de dattiers en Israël. C'est tellement impressionnant que le haut-commissaire anglais Wauchope va venir visiter Kinneret. Ce n'est pas un grand ami d'Israël, mais il va venir à Kinneret. Là, on le voit, Wauchope, avec le trésorier du KKL. Comment il s'appelle, le président du KKL, ou Sishkin. Il visite Kinneret et Wauchope sera tellement impressionné qu'il va faire un don de 50 livres. 50 livres, je rappelle, Arthur Rupin de l'agence juive, l'organisation sioniste, a réussi à donner 17 livres à Ben Zion au premier voyage. Là, il reçoit 50 livres, dont du haut-commissaire anglais Wauchope. Pas un grand ami d'Israël, mais là, il était impressionné par ce que les Juifs ont fait. On lui dit, si c'est comme ça, est-ce que tu pourrais nous aider, est-ce que vous pourriez nous aider à avoir une autorisation d'acheter des chotarim en Égypte? Et le prochain voyage de Ben Zion va être en Égypte. Pourquoi en Égypte?
Parce que j'expliquais que c'est différentes variétés de dattes, les dattes irakiennes et les dattes égyptiennes. Et le gros problème est, nous, tous les Israéliens, quand on va en vacances dans la région de Kinneret, on se dit, mais qu'est-ce qui fait chaud ici? Mais en fait, Ben Sion, qui habite à Kinneret, dit qu'est-ce qui fait froid par rapport à l'Irak? Il fait moins chaud qu'en Irak. Et donc, il essaye de trouver des variétés qui sont plus adaptées au climat israélien. Et il pense que les dattiers du delta du Nil, le climat ressemble plus au climat de la côte israélienne. Et donc, il pense que les variétés égyptiennes seront peut-être plus adaptées à Israël. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autorisation d'exportation de dattiers d'Égypte on ne peut pas exporter des dattiers d'Égypte. Benson dit, je vais comme étudier la question. Il va en Égypte, il est très bien reçu, il dit beaucoup mieux qu'en Irak. Les gens sont très sympathiques, mais pas question de pouvoir acheter des dattiers. Et donc, Ben Sion revient et rentre en Israël. Dans le train à El Arish, monte une famille juive, la seule famille juive qui habite à El Arish, c'est dans la bande de Gaza. C'est un commerçant juif qui a des palmeraies à El Arish. Et lui, il ne fait pas la culture de la date, il fait la culture du loulav pour Sukkot. Et on est juste avant Sukkot et juste avant les fêtes de Tishri. Et cette famille de El Arish prend le train pour aller à Jérusalem faire les fêtes de Tishri, Rosh Hashanah, Yom Kippour. Et Sukkot, et il dit à Ben Sion, tu sais, après les fêtes, reviens donc faire un tour chez moi à El Arish. Et ce que va faire Ben Sion, là on le voit dans les palmeraies de El Arish en 1937, Ben Sion se rend compte que les palmeraies d'El Arish ne sont pas de qualité, ça ne lui servira à rien, mais il a une idée. L'idée est la suivante, El Arish appartient à l'Égypte. D'Égypte en Égypte, on peut transporter des sillons. Donc si j'achète des sillons de palmiers dans la région du Delta, je les transporte, je dis que c'est pour les planter à El Arish, et de El Arish, on va leur faire traverser la frontière anglaise vers Israël. Et ça va être l'idée de El Arish, l'idée de Ben Sion. Comment est-ce qu'il va faire ça? À l'époque, dans les kibbutzim, on fait l'élevage des volailles, et les volailles, on ne les transporte pas dans des casiers en bois comme dans l'image, je n'ai pas trouvé de photo, on les transporte dans des casiers, dans des cages faites en branches de palmier. Et le gars qui fournit ces cages tressées en branches de palmier s'appelle Mourachid, et il accepte avec ses bédouins de prendre livraison des palmiers et de les transporter à Kinneret. Et c'est comme ça que Ben Sion va amener 7000 chotarim égyptiens à Kinneret. Donc on a à Kinneret des sillons irakiens, on a égyptiens. Vous voyez Ben Sion qui est tout content là dans son arbre. Il a aussi amené du matériel, des courroies pour grimper dans les palmiers, les couteaux spéciaux pour couper les branches. Enfin, il a aussi appris comment faire, comment travailler. Et on commence une industrie de la date en Israël. On est en 1938. Donc, si on fait un bref résumé, de 1933 à 1938, Ben Sion a fait 7 voyages. Il a été 2 fois en Irak, il a été au Kurdistan, il a été en Perse, il a été en Égypte, il a été 2 fois en Égypte avec l'Arish. Mais il a ramené, en fait, il n'y a que 7000 sillons qui vont prendre racine. Là-dessus, il y a 35 variétés différentes et il y en a 6 qui correspondent au climat d'Israël. Chaque fois qu'on doit arracher un palmier parce qu'il n'est pas produit, il n'y a pas assez de production, il n'est pas rentable en Israël, ça lui brise le cœur, mais en fait, on va isoler 6 variétés qui correspondent. Et de là, on va commencer l'industrie de la date. Sur ce, on était en 1938, je dis, éclate la Seconde Guerre mondiale. Les Anglais nous appellent à nous engager de l'armée anglaise. Ben Sion, qui n'est jamais derrière quand il y a besoin d'un volontaire, va d'abord essayer d'encourager les jeunes à s'engager dans l'armée anglaise. Mais comme lui prêche toujours par l'exemple, il s'engage lui-même dans la brigade juive. Il a déjà 57 ans, mais il va être engagé par les Anglais et va se retrouver sur le front en Italie. Ben Sion israélien, vous le voyez ici, avec les volontaires de la brigade juive de l'armée anglaise. Pendant ce temps-là est resté Shmuel Stoller en Israël, qui lui est un petit peu dépité du fait qu'il ne soit pas allé, il voit Ben Sion qui a 57 ans, qui est dans l'armée anglaise, et en fait lui va s'occuper du verger de Kinneret pendant l'absence de Ben Sion Israël. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de son parcours, Shmuel Stoller va recevoir une médaille de prix d'Israël pour son travail dans l'agriculture. Et on va lui proposer, en 65, on va lui proposer la présidence d'État d'Israël. Et il va dire, moi, je ne suis pas venu en Israël pour des bêtises pareilles, je suis venu pour travailler la terre, pas pour être président d'État, ça ne m'intéresse pas.
Voilà, c'est un peu différent des gens qui aujourd'hui courent après pour être président de l'État. Là, on voit Shmuel Stoller qui rencontre un Yéménite, Shalom, qui avait été à Kinneret. Il y a une histoire très pénible des Yéménites de Kinneret. On en parlera peut-être une autre fois. Et ce Shalom n'a pas de travail. Il dit reviens à Kinneret et occupe-toi du verger. Et c'est ce Yéménite qui va s'occuper du verger. Quand Ben Sion, Israël, revient après la guerre en Israël, il y a des choses plus pressantes. On est en train de créer l'État d'Israël. Mais d'Irak, on ne va maintenant pas ramener on va pas ramener des dattiers, on va ramener des Juifs. Il y a eu une aliyah d'Irak terrestre et aussi aérienne. On connaît, quand on parle de l'aliyah, on parle beaucoup des bateaux, l'Exodus et compagnie. Ça vient d'Europe et d'Afrique du Nord. Mais d'Irak, il y a un avion qui a fait 2 allers-retours entre Bagdad et la plaine de Yavniel pour amener des Juifs d'Irak. Ceux qui s'intéressent, lisez l'excellent livre de Shlomo Hillel, Le souffle du Levant. Et après la guerre d'indépendance, en 1949, Ben Sion, israélien, avec son ami, Stoller descend jusqu'à Eilat et il voit dans la Harava, il repère tous les points d'eau dans la Harava. Dans tous ces points d'eau, il dit là, il faut planter des palmiers et on pourra refaire des villages. Donc, quand vous descendez aujourd'hui de la mer Morte vers Eilat, en passant par Ber Menoucha et par Ketura et par Smala, partout il y a des points d'eau, vous voyez, c'est dattier. C'était l'idée de Ben Sion israélien. Mais pour ça, il faut maintenant des dizaines de milliers de Chotarim. Et on peut le faire, puisque maintenant, ce n'est plus l'entreprise privée de Ben Sion israélien. On a un État. L'État a des budgets. On peut avoir du transport par bateau à grande échelle. Le problème, c'est que tous les pays producteurs nous ont fermé les frontières et n'exportent pas des Chotarim, des Sion. Ben Sion va aller son 7e voyage va être en Iran, dans l'Iran du Shah. Le Shah d'Iran est un grand ami et il va là-bas pour acheter 30 000 sillons. Le problème est que le temps qu'il trouve des permis d'exportation, un bateau pour le transport, etc., la saison est trop avancée, il fait trop chaud et Ben Sion comprend qu'il ne pourra pas faire le transport, les sillons mourront. Donc il faut revenir en 55, il faudra revenir en mars et pas en juin quand il fait trop chaud. Donc il a commencé à préparer l'achat de 30 000 sillons en Iran en projetant de revenir l'année prochaine, les acheter et planter les palmiers dans toute la Harava. Ceux qui se promènent dans la Harava, juste une photo aujourd'hui de la Harava. C'est les photos de la Harava aujourd'hui. Vous voyez ces palmeraies sur des étendues incroyables qui sont le fruit du labeur de Ben Sion israélien. Mais lui ne va pas voir ça puisque en 1955, avant de repartir en 1954, avant de pouvoir repartir en Iran pour chercher son chargement de sillon, il va décéder tragiquement dans un accident à Mahagan. Comme vous voyez, j'ai sauté pas mal de diapos parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est là que Ben Sion ne pourra plus y aller, mais alors son ami Yoni Avidav, qui lui travaille pour l'agence juive et le Mossad, c'est lui en fait qui va réaliser le rêve de Ben Sion israélien, qui va amener non pas 30 000 Chotarim, 30 000 sillons, il va emmener 60 000, mais alors c'est déjà une histoire, c'est le Mossad, c'est rocambolesque, et c'est une histoire à part, et ça on le fera dans notre prochaine réunion. Alors on va réouvrir le micro, je m'excuse de ne pas avoir fini et d'avoir promis le Mossad qui exfiltre, mais je pense qu'il fallait faire la genèse avant d'arriver à la suite de l'histoire. Et ceux que ça n'a pas intéressé, vous êtes dispensés de la prochaine réunion. Et ceux qui veulent savoir la suite, comment on a réussi à amener 60 000 sillons irakiens par la Perse, par l'Iran, c'est une histoire, je dis, ça c'est déjà les 1001 nuits, c'est pour notre prochaine réunion. Voilà, on va ouvrir le micro s'il y a des questions. Je sais que j'ai parlé un peu trop longtemps, je voulais parler beaucoup moins, mais il y a plus d'histoire que ce que je pensais. Voilà, alors où est-ce qu'on débloque les micros? Voilà, j'ai débloqué les micros. Non, pardon, je rebloque les micros, mais vous pouvez les débloquer. Les micros, c'est bon, vous pouvez, Toda Rabariel, vous pouvez poser vos questions. Ariel, il y a ta femme qui applaudit, c'est normal? J'ai payé pour